3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous ce soir, le responsable de la gestion action européenne d'AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Xavier de Buren de nous accompagner également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements d'OTA Capital et Nicolas Forest à nos côtés également ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Candriam. Pour entamer la discussion, on peut commencer à dresser un premier bilan de ce mois de septembre. Il y a encore quelques séances devant nous, peut-être pour voir si on redresse un peu la barre sur les marchés. Parce que oui, le mois de septembre aura été sans doute le mois le plus douloureux jusqu'à présent de cette année 2023. Je le disais, pour des portefeuilles équilibrés. Alors, les fameuses stratégies 60-40, 70-30, 50-50, bref, pour les portefeuilles équilibrés en actions et en obligations, puisque ces deux grands marchés, ces deux grandes classes d'actifs ont corrigé de concert sur ces dernières semaines, ce qui nous ramène à une espèce d'arrière-goût de 2022 quand même, Nicolas, puisque ça a été la grande histoire de marché de 2022, avec une histoire macro qui est pourtant assez différente. On parle plus de désinflation aujourd'hui que d'inflation, contrairement à 2022. Et sur la croissance, les inquiétudes sont plutôt tournées vers l'idée d'une récession aujourd'hui. Pourquoi est-ce que sur le plan des marchés, on en est encore là? Et comment est-ce qu'on explique notamment la poursuite, voire l'accélération de la hausse des taux longs américains, qui restent les taux directeurs pour les grands marchés, à plus de 4,50 pour le 10 ans américain aujourd'hui. Et en taux réel, ça nous donne des taux à plus de 2% désormais aux États-Unis. Merci, c'est une très bonne question. Effectivement, septembre, pas un bon mois pour un allocataire d'actifs, et ça donne clairement un arrière-goût de 2022. En 2022, l'explication était plus compréhensible. On avait vraiment cette vague inflationniste, cette hausse de taux des banques centrales. C'était les deux ingrédients pour faire monter à la fois les taux d'intérêt et amener de la difficulté sur les marchés actions. Comment peut-on expliquer cette récidive? Il faut être très clair, je crois que ce n'était prévu par personne. C'était vraiment pas prévu. Nous, c'était notre scénario alternatif. C'était le scénario du pire, c'est-à-dire que si finalement l'inflation reste plus élevée, que les taux continuent à monter, ça va amener des turbulences. On est dans ce scénario alternatif, et pourquoi c'était pas prévu? Parce qu'effectivement, les signaux sont plutôt au ralentissement de l'inflation aux États-Unis et au ralentissement de la croissance en Europe. Mais il y a eu les banques centrales. Il y a eu les banques centrales qui, malgré des discours que certains ont qualifiés de prudents, dovish ou tout ce que vous voulez, ont plutôt montré une volonté assez forte de maintenir la pression pendant longtemps. C'est ce que disait Villeroy de Gallo, c'est ce que disait Christine Lagarde. Ce qui est important, c'est pas tant le continuer à monter les taux, mais la durée. Et donc ils ont réaffirmé qu'ils allaient maintenir les taux pendant très longtemps. Et la Fed, peut-être même capable de faire encore une hausse de taux. Et donc ce que fait, c'est que ce qui se passe, c'est que le marché obligataire, qui n'avait pas anticipé ça, est en train de réanticiper cette réalité qu'il n'y aura pas de baisse de taux. Ça amène à une pontification, les taux longs qui montent, et ça c'est redoutable. C'est redoutable pour les marchés d'actifs risqués, pour les actions, et donc on se retrouve dans ce mauvais cocktail où les deux vont dans la mauvaise direction. Dans une situation très différente, parce que aujourd'hui c'est les taux réels qui montent. Si on regarde les anticipations d'inflation, elles ne dérapent pas, et c'est cette revalorisation des taux réels qui font que c'est en train de se déraper. Mais quelque part, moi j'ai envie de vous dire, c'est ce que les banques centrales cherchaient un petit peu à faire. Ah ben non, mais ça fait partie du plan, hein. C'est ce que je rappelle à chaque fois. C'est pas un bug du point de vue de la stratégie de politique monétaire qui est menée par les banques centrales. C'est une conséquence voulue. C'est une conséquence voulue qui n'est pas dramatique aujourd'hui au niveau marché-action. Elle est clairement un signal prudent et négatif sur les marchés d'actions européennes, sur lesquels nous on est prudents. Par contre, quand on regarde les spreads de crédit, il n'y a rien de dramatique. Non. Mais c'est vrai que si ça continue à péter à la hausse sur les taux, alors ça va faire beaucoup plus mal. Ça va faire beaucoup plus mal pour les spreads de crédit qui aujourd'hui ne rémunèrent pas le risque. Et ça va être beaucoup plus douloureux pour les marchés d'actifs risqués. Et ça, le marché va peut-être le tester. Encore une fois, sur la base notamment de ce que nous ont dit les banques centrales, Fed et BCE au cours du mois de septembre, c'est vraiment deux histoires très différentes. C'est-à-dire que la BCE, elle, rabaisse fortement ses prévisions de croissance pour l'an prochain. Je crois qu'on passe de 1,5 à 1 ou à 1,1. C'est quand même une révision très forte du scénario de croissance pour l'an prochain, avec un niveau d'inflation, effectivement, alors qui a baissé, on est passé de 10 à 5, mais tout le monde nous dit, avec en plus le pétrole qui revient sur le devant de la scène, l'euro faible, etc., cette inflation va être beaucoup plus persistance. Aux États-Unis, moi, l'histoire que nous vend la Fed, entre guillemets, dans ses projections, c'est une histoire de réaccélération de la croissance. Oui. C'est-à-dire que non seulement il n'y aura pas de récession, mais par rapport aux prévisions que la Fed faisait en juin ou en mars, alors 2023 s'annonce comme une année au-delà du potentiel, plus de 2% de croissance projetée par la Fed pour 2023, et l'année 2024, qui s'annonçait très faible en termes de croissance, peut-être autour de 1%, elle a été révisée à la hausse à 1,5%. Oui. La Fed nous vend
un scénario de croissance et de résilience encore de l'économie américaine devant nous. C'est plus qu'un soft landing, c'est un soft landing solide. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc c'est ce qui explique ce mouvement qui est assez unique en fait. Qui est assez unique. Pourquoi unique ? Parce qu'en fait, quand vous regardez la plupart les cycles des 30 dernières années, quand les politiques monétaires resserrent comme ils resserrent, on a la courbe qui s'inverse. Parce que ça fait 2 ans qu'elle est inversée. Et à un moment donné, on est dans un ralentissement et les banques centrales relâchent. Et là, la courbe se quantifie. Et là, les banques centrales ne relâchent pas et la courbe se quantifie. Alors, quelque part, c'est pas illogique. Hein. Qui veut acheter des obligations qui payent du 2,80 quand vous avez des papiers courts qui vous donnent du 3%? La grande affaire, par exemple, sans doute que vous n'avez pas suivi ça en France, mais en Belgique, le gouvernement belge a mis en place un bon d'État. 25 milliards, 22 milliards. C'est un énorme, bien sûr. Un énorme succès. Mais en Italie, 2,80 net. Pourquoi investir dans des assurances vie du long terme? Donc, c'est ce qui se passe. Mais attention, ceci a des conséquences assez importantes. J'en vois au moins 3 qui pourraient déraper. La première, évidemment, c'est que la hausse des taux longs amène à des moins-values pour tout un ensemble d'acteurs qui sont des moins-values latentes. On a vu l'impact des fortes hausses de taux au Royaume-Uni, ce que ça a amené, mais il y a des moins-values latentes chez les assureurs vie, chez toute une série d'acteurs. C'est quelque chose qui est à surveiller. La deuxième, ça amène un enrichissement du coût de la dette. Ce matin, il y avait des publications budgétaires. Aujourd'hui, le spread italien est à 200 points. Si ça continue à glisser les taux à la hausse, on va reparler de la soutenabilité de la dette. Et le troisième point, c'est le marché immobilier, dont on parle suffisamment, mais dont les conséquences peuvent être matérielles sur l'économie. Quand on additionne tout ceci, si les taux continuent à monter, eh bien, le petit coussin qui restait de croissance positive en 2024 pour l'Europe, il va vite être diminué. Et donc, on va être dans un territoire beaucoup plus turbulent pour l'Europe. Voilà. Maintenant, c'est une hausse des taux réels. Voilà, c'est pas non plus dramatique, mais c'est clairement quelque chose à surveiller. François Villeroy-de-Galhau, après la réunion de la BCE, alors c'est un poids lourd quand même, la France, ça pèse au sein de la BCE, il estime, lui, sa philosophie est de dire tester la limite, le point de rupture de l'économie européenne n'est pas une bonne manière de faire de la politique monétaire. Donc il y a aujourd'hui ce genre de discours au sein de la BCE. Bien sûr, mais dans le même temps, il travaille sur une réduction potentiellement du bilan et il discute est-ce qu'on va accélérer la fin des réinvestissements. Oui. Xavier, vos commentaires sur ce mois de septembre. On a beaucoup parlé des taux de l'obligataire, qui dirigent beaucoup de choses évidemment aujourd'hui, à commencer peut-être par la valorisation des actifs risqués comme les marchés actions. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de la baisse des actions? Est-ce que c'est uniquement une question de taux ou est-ce qu'il y a des sujets plus spécifiques, plus fondamentaux peut-être sur les marchés actions à l'issue de ce mois de septembre? Il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, on voit une corrélation qui est très bonne, entre guillemets, qui est négative, mais qui est très bonne sur des actifs à duration longue. Donc, on a vu, vous avez évoqué le secteur du luxe, qui a baissé de près de 20%. Donc, c'est une corrélation par rapport au taux, qui continue de monter, donc qui joue évidemment sur la valorisation. On a également, si je prends toujours l'exemple du luxe, la problématique du consommateur chinois et de la croissance chinoise. Vous avez également des anticipations de baisse des bénéfices par action, de baisse de marge pour les publications du 3e trimestre qui vont bientôt commencer. Donc il y a pas mal d'éléments là-dedans. Ouais. On retrouve des choses d'ailleurs qu'on avait commencé à voir au mois d'août, où le marché avait un petit peu glissé, mais finalement c'était assez vite repris au mois de septembre. Une volatilité qui restait encore très basse, beaucoup trop par rapport à ces éléments de hausse continue des taux, de la Chine, des sujets sur la croissance européenne. Et puis là, on a un peu l'impression que le marché se réveille avec... ça fait 2 semaines, ça fait 2 semaines que ça, qu'il y a les warnings qui commencent à s'allumer. Il faut peut-être regarder ça de plus près. Donc il y a certainement une aversion au risque, où les investisseurs aujourd'hui ne savent pas trop quoi faire entre le marché obligataire, on l'a dit, le marché action. La possibilité d'aller se faire rémunérer sur des actifs très court terme qui sont tout à fait rentables. Et puis, si on regarde la performance des marchés actions sur le mois, il y a pas mal de dégagements, de prise de profit, évidemment, sur des titres qui avaient très bien fait ces dernières années, depuis le début de l'année. Donc, il y a pas mal de choses qui sont corrélées et emmêlées là-dedans. Maintenant,
On peut considérer aussi qu'effectivement, on a des tensions un peu tous les jours, toujours un peu plus haut sur les taux, mais est-ce qu'on n'est pas à la fin de ce resserrement monétaire? La Fed, la BCE en a parlé, il y a sur ces C'est ce qu'on estimations disait en juillet, c'est ce qu'on pensait en août, et c'est ce qu'on a cru imaginer en septembre. Bien sûr, après, ça dépend évidemment des horizons d'investissement qu'on a, mais on trouve aujourd'hui que nous, on commence à avoir des opportunités sur certaines valeurs de qualité qui ont beaucoup baissé, et de pouvoir commencer à faire des lignes, si on a un horizon d'investissement qui est long. On peut, je pense, trouver des opportunités assez intéressantes pour créer de la valeur sur cette correction qui n'est plus latente, mais qui est réelle sur un certain nombre de secteurs. Sur l'idée que les taux peuvent rester élevés peut-être pendant quelques temps, mais qui ne vont pas non plus à 7%, comme nous disait Jamie Dimon il y a 2 jours. Enfin, c'était son worst case scénario. Le monde n'est pas prêt pour des taux à 7%. Non, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt pour des taux à 8 ou à 10 non plus. Enfin, peu importe, mais c'est l'idée qu'il y a quand même un moment... Les taux devraient s'arrêter de monter, en tout cas pour un certain temps. La stabilisation, c'est sûr que les investisseurs, les entreprises même, préfèrent avoir un environnement qui est stable. Alors certes, avec des niveaux de taux qui sont élevés, mais quand vous avez une stabilité, un peu plus de visibilité, ça vous permet de pouvoir engager un certain nombre de choses que vous avez mis de côté parce que vous n'avez aucune visibilité sur les taux, donc sur le financement de vos prochains investissements, etc. Donc ça, c'est un élément qui peut être favorable. Après, si on revient sur les publications de résultats, ça va être l'occasion, et c'est pour ça que je reboucle ce que je disais sur la possibilité, ou en tout cas des points d'entrée sur des titres de qualité, à privilégier des entreprises qui ont de la visibilité sur leur croissance, qui ont des parts de marché fortes, qui ont cette capacité à pouvoir maintenir leurs marges, voire dans certains cas les améliorer. Et ça, ce seront des grands gagnants dans un environnement économique qui va un peu plus mal, on l'a dit en Europe, même si ça se passe plutôt pas mal aux États-Unis. Mais donc voilà, ça va être vraiment d'être de plus en plus sélectif. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut être sélectif dans un environnement qui se contraint, dans un environnement de resserrement monétaire très rapide et très élevé. Et là, nous, on considère que sur un horizon de temps long terme, il y a des opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui. Gilles, ça fait longtemps que vous me rappelez qu'en tant qu'investisseur en actions, vous regardez chaque matin les taux, puisque les actions sont une fonction des taux depuis quelques années maintenant. Donc, rebelote. Est-ce que vous êtes surpris, effectivement, qu'on parle à nouveau d'une correction du marché obligataire? Puis il y a un peu de vitesse quand même dans la hausse des taux longs. Pour ceux qui regardent le marché un peu au microscope, on casse des niveaux, il y a de la vitesse, il y a des positions short. Moi, ce qui me fascine, c'est que un certain nombre d'investisseurs, dont je fais partie, n'ont pas écouté les messages des banques centrales, qui disaient depuis le début de l'année, on va monter les taux, en début d'année, il y avait quand même des anticipations de baisse de taux dès cette année. Donc, alors que les banques centrales ont dit, non, on va monter. Et c'est important de vouloir casser ce système. Après, on n'écoute pas toujours les banques centrales parce qu'elles peuvent se tromper, parce qu'elles peuvent nous dire des choses qu'elles ne font pas, faire l'inverse de ce qu'elles ont dit. C'est ça qui est compliqué aussi. C'est vrai. Mais on peut trouver parfois des raisons de ne pas écouter ou de ne pas prendre à 100% au sérieux ce que nous dit une banque centrale. En même temps, ce qu'on voyait, c'est que les dynamiques d'inflation qu'on avait restaient quand même assez persistantes et que même si ça s'est un peu normalisé, l'inflation a reflué, mais reste quand même sur des niveaux un peu élevés. Et la bonne nouvelle sur le marché américain, si on veut regarder une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on l'a vu avec les chiffres de l'emploi, ça continue à bien fonctionner. Donc, et c'est pour ça que l'inflation persiste, c'est parce qu'il y a de la croissance. Mais voilà, il y a de la croissance. Donc la bonne nouvelle, c'est peut-être qu'il y a plus de croissance aux États-Unis. Maintenant, ça veut dire que les banques centrales, elles disent on va rester plus haut plus longtemps, et qu'à un moment donné, il faut que les investisseurs actent dans leur, modèle que les taux vont être plus élevés, et que ce qu'on a vu se passer au mois de septembre, c'est que finalement, on a inséré ce nouveau taux d'équilibre un peu plus élevé et que mécaniquement, on a eu une revalorisation de la value. Qu'est-ce qui a monté en septembre? L'auto, les banques, le pétrole. Oui. À l'inverse, qu'est-ce qu'on a vu se dégonfler? Les actifs à duration longue, comme ça a été rappelé précédemment, à commencer par la tech et le luxe. Alors, on n'est pas
en train de discuter des qualités fondamentales des titres, on est juste en train de rééquilibrer. Donc, est-ce que les banques centrales vont arriver proche du point haut ? C'est ce qu'elle semble vouloir dire. Maintenant, la Banque centrale européenne commence à dire oui, on a sans doute atteint le niveau et qu'il faudra qu'on soit peut-être un tout petit peu plus flexible parce qu'ils voient que la croissance diminue. Donc, est-ce qu'il y a de quoi être inquiet pour l'Europe ? Pour la croissance européenne, oui, je partage la vue qu'il y a peut-être des raisons d'être inquiet pour la croissance européenne. Est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet pour les sociétés européennes, sociétés cotées européennes ? Peut-être un peu moins. Parce que, encore une fois, ce qu'on a souvent rappelé ici, c'est que les sociétés européennes, c'est les sociétés les plus largement exposées à la croissance mondiale. C'est plus de 55% du chiffre d'affaires. Et donc, en fait, que la croissance américaine se tienne bien, c'est une très bonne nouvelle. Que la croissance chinoise ou que arrête de se dégrader. Arrête de dégrader. Ça sera déjà une bonne nouvelle relative. C'est une très bonne nouvelle. Et je veux dire, et aujourd'hui, le problème de l'Allemagne, c'est l'absence de croissance en Chine. Donc finalement, le fait de se dire ça va mieux ailleurs, ça peut être suffisant pour que les marchés européens se reprennent. J'entends. Oui. Il faut quand même du coup faire le distinguo entre la croissance. On peut avoir une divergence entre ce que vont dévoiler en termes de résultats et de perspectives les entreprises européennes et ce qu'on pourra regarder sur la macro européenne au sens L'autre point qui peut être intéressant, qui peut être un point de soutien pour les actions européennes, c'est qu'effectivement le dollar qui s'était fortement dévalorisé depuis à peu près un an, il était passé de 0,95 à 1,10. Là, il est en train de refluer. Donc en fait, il est en train de réoffrir. Oui. Il est en train de remonter. Mais du coup, la baisse de l'euro, c'est en train de réoffrir un point. Pour un investisseur en dollars, c'est intéressant de voir l'euro baisser en se disant tiens, j'ai un point d'entrée. Je vais pouvoir me réexposer parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est qui les acheteurs marginaux de la zone euro ? Ils sont aussi à l'extérieur. Et donc aujourd'hui, si vous avez l'opportunité de racheter, en plus de la baisse de LVMH, des titres de qualité dont on a parlé, mais en plus de bénéficier de la baisse de la devise, ça peut retrouver, ça peut refaire. Surtout à un moment donné où, en début d'année, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'en début d'année, tout le monde était négatif sur la zone euro en première partie d'année et sur l'Europe en disant il faudra y aller au deuxième semestre. Il s'est passé exactement le contraire. Et là, on est en train de refaire, on a tout démonté et on est en train de dire non, mais en fait, pour l'an prochain, c'est les US. Donc je me dis, finalement, pour l'Europe, je dis pas que c'est facile. Non, mais je dis finalement, il faut peut-être juste reprendre son souffle, regarder et se dire voilà, il peut y avoir des opportunités. Et là où il va y avoir un sujet, alors on en a déjà parlé et le timing est extrêmement difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train de créer de véritables opportunités parce que c'est par là que ça va passer sur le M&A, c'est par là où on va avoir des rachats d'actions. C'est qu'en fait, au mois de septembre, on a eu des dégagements massifs, mais absolument massifs, sur la partie small cap. Et là, on est en train de retrouver quelque chose. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ça fait des années qu'on a des dégagements massifs sur la partie small cap. Je me demande ce qu'il y a encore à dégager. Tous ceux qui sont sortis des small cap ont eu le temps de le faire depuis des années. De petite capitalisation qui vous expliquait que c'était normal, somme toute, d'avoir une prime des petites valeurs sur les grosses valeurs parce qu'elles avaient un surplus de croissance. Ne serait-ce qu'on a vu pendant 10 ans, oui. Mais c'est comme on avait eu le même sujet à un moment donné sur les pays émergents, où c'était normal d'avoir parce qu'il y avait plus de croissance. Ce qu'on oublie de dire, c'est que souvent, en fait, historiquement, il y avait une décote, soit des marchés émergents, soit des small caps, parce qu'il y a juste une prime d'illiquidité. On est en train de refaire, avec la remontée des taux, de remettre une prime de risque. Et donc, aujourd'hui, les small caps sont en train de revenir en train de recréer, en fait, une prime d'illiquidité. Une réserve de valeur. Non, mais une prime d'illiquidité. Oui. Et encore une fois, alors, nous, on essaye de faire essentiellement de la sélection de valeur. Mais on est en train de recréer des opportunités parce que c'est dans ces sociétés-là qu'on va retrouver éventuellement de l'innovation, des pure players, et qui sont les vecteurs de croissance naturelle pour. Mais c'est maintenant ou c'est maintenant ou pas c'est ça la. C'est maintenant. Oui, mais à un moment, la question du timing, elle devient importante aussi. Si dans 3 mois on est en récession profonde en zone euro, est-ce que d'investir dans les small caps aujourd'hui, c'est la bonne idée ? Encore une fois, si vous avez le produit disrupteur. Et si on n'est pas en récession, peut-être que c'est un très bon pari. Si vous avez le produit disrupteur ou qui vous permet d'avoir des bonnes parts de marché, et c'est là où c'est un travail de second, c'est pas forcément inintéressant de commencer, mais ça veut dire que c'est du cas par cas. Et comme il ne s'agit pas de lutter contre le flux, il faut être discipliné en se disant on a du capital à déployer et de se mettre des niveaux en se disant voilà, je commence maintenant parce que le niveau me semble intéressant et puis je suis prêt à accompagner parce que le flux, vous ne savez jamais où il va emmener. Et sur les small caps, le flux, ça peut être du moins 30, moins 50%. Bien sûr. Donc il faut être discipliné en se disant voilà, on regarde la valeur intrinsèque, il faut prendre des sociétés
alors surtout pour les small caps, compte tenu des conditions de financement solide sur le bilan, oui. Voilà. Oui. Mais je crois sincèrement que c'est dans ce type de phase qu'on peut commencer à créer des positions très intéressantes. Ouais. Nicolas, s'il faut à nouveau passer en revue les points de fragilité de l'Europe, vous l'avez dit d'un mot, le spread italien à 200 BP, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'on est reparti, et ce ne sera pas la première fois, dans une séquence où l'Italie deviendrait un suspect idéal pour les marchés, pour les investisseurs qui s'inquiéteraient justement de la trajectoire de l'Europe dans les prochains mois? Je voudrais en même temps répondre à ce que vous avez dit. Juste sur la partie action, moi je suis assez d'accord aussi. Il y a des très belles opportunités sur les sociétés européennes qui sont dans l'innovation. Il y a des trucs qui se sont fait dégommer, il y a des opportunités. Mais pour faire le lien entre ce que vous dites et votre question, Grégoire, est-ce que on pense vraiment, sérieusement, qu'avec 4%, que la BCE va à 4%, que l'inflation va disparaître? Est-ce qu'on pense vraiment que l'action des banques centrales, là, qui tape, ça va faire disparaître l'inflation? Je pose cette question sérieusement parce que les banques centrales, sans être négatif ou trop critiques, se sont complètement plantées sur leur estimation de l'inflation. Tous les gens sérieux dans les marchés, et y compris dans les entreprises au haut niveau, je pense, se préparent à l'idée qu'on ne reviendra pas à 2% d'inflation ou 1% d'inflation en zone euro dans les 2 ou 3 prochaines années. Donc c'est un peu la question par rapport à la politique monétaire, au spread italien, aux classes d'actifs. C'est jusqu'à quand la Banque centrale va tenir le discours rigide, je reste longtemps à des taux élevés. Est-ce qu'ils veulent attendre un retour de l'inflation à 2%? Oui, mais Nicolas, vous savez bien qu'ils ne peuvent pas nous dire... Enfin, déjà, dans le communiqué, ils arrivent à écrire de manière consensuelle que le niveau atteint est peut-être le bon. C'est déjà un énorme progrès. Je veux en venir. S'ils nous disent ces taux-là, on ne les tiendra pas pendant plus de 15 jours, vous comprenez bien que sur les marchés... C'est un enjeu de crédibilité. Mais où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir qu'effectivement, à un moment donné, si le marché commence à tester un spread italien, ou que des choses commencent à amener un peu des dégâts, eh bien... dans le camp de la Banque centrale, va devoir se reposer la question de la revue stratégique monétaire. Mais je crois que exactement. Et de savoir si, oui ou non, il faut atteindre cet objectif de 2%. Parce que la dernière fois que la Banque centrale européenne, mordicus, alors que l'inflation est élevée, à cause de la hausse du pétrole, a voulu... Voilà. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, la baisse de l'euro plus la hausse du pétrole, ça va amener plus d'inflation. Après, c'est le débat académique. Est-ce qu'il faut maintenant... Non, mais juste sur l'Italie, moi, je me souviens très bien. Juillet 2022, la BCE, c'est le lift-off. Première hausse de taux. Qu'est-ce que Christine Lagarde et les équipes de la BCE mettent en place dès le départ en pensant que déjà, on n'aurait que 3-4 hausses de taux à faire, mais que ça allait déjà suffisamment douloureux pour l'Italie. Le TPI, le filet de sécurité qui doit permettre justement d'éviter une contagion de la divergence et de la fragmentation en zone euro. Nous, sur l'Italie aujourd'hui, on n'est pas super négatif. On était assez positif. Maintenant, on est clairement plus positif. D'accord. C'est fait. Moi, je ne jouerai pas trop le truc tactiquement, même à 200 points. On est plutôt prudent. Le point qui est d'inquiétude sur 2024, c'est une politique monétaire qui sera encore plus restrictive avec les taux qui montent. Ça amène à un problème de soutenabilité de la dette en Italie. 2, les élections européennes en 2024 qui potentiellement vont rebalancer la majorité et la Commission européenne. Et 3, effectivement, la croissance. Tout ça mis ensemble... oui, c'est compliqué. C'est un degré de vigilance supplémentaire par rapport à... Aujourd'hui, moi je ne recommande pas d'être long. Et il y a la question aussi de qu'est-ce que l'Europe va décider concernant les règles budgétaires. Mais si vous savez, dites-le moi parce que je n'ai pas compris. Je crois que c'est un sujet qui est effectivement assez récurrent et qui... Alors on a deux manières de l'aborder. C'est de se dire effectivement on va tester ses limites. Et soit on se dit à un moment donné... Il n'y a pas d'appétit pour ça. Enfin, il y a des faucons au sein de la BCE, mais encore une fois, Villeroy de Galhau dit c'est pas la bonne manière de faire. Il faut écouter aussi ceux qui disent que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Les marchés vont vouloir tester, mais qu'en réalité, chaque fois qu'on s'approche du précipice, on s'aperçoit que en réalité, le pas supplémentaire est beaucoup plus coûteux. Mais qu'en réalité, c'est ce risque-là, quand on commence vraiment à le sentir, qui permet de finalement cranter une décision supplémentaire pour aller vers plus d'intégration et de corriger l'état de naissance de la zone euro, parce qu'effectivement, on n'a toujours pas fini de payer cet art de naissance. Bien sûr, moi je suis d'accord avec ça. Mais effectivement, ça nécessite de passer par
un épisode de stress. Je suis bien d'accord, j'ai dit qu'on était juste dans une séquence qui avait été très favorable à l'Italie avec un plan de relance, un gouvernement qui s'en est bien sorti et une commission qui était très positive et qui soutenait. Ouais. Aujourd'hui, on va voir les élections et on verra ce que la commission nouvelle sera. Bon, malheureusement, je ne serais pas trop inquiet après, sur l'exit final, mais il y aura là toute la période c'est d'incertitude. des épisodes auxquels les investisseurs se sont habitués aussi ces dernières années. Je ne dis pas que c'est pas important et que ça amène pas de la vigilance supplémentaire. Et l'Italie qui n'est pas très contente de cette hausse de taux. Il y a des mécontentements politiques, y compris chez... Voilà. Oui, bien sûr. Il aurait fallu s'arrêter bien avant. Bon, je ne sais pas, vu la tête de l'euro au dollar, si la BCE s'était arrêtée à 3,50 avec une Fed qui continuait, je ne sais pas non plus ce qui se serait passé. Oui, mais malgré ces hausses de taux, on a un euro qui baisse, qui va faire de l'importation de l'inflation. Ben oui, mais c'est ça. Donc, c'était compliqué de s'arrêter non plus. Xavier, vos commentaires si vous voulez. Moi, je veux bien qu'on vienne sur les secteurs à duration longue, comme le luxe, notamment. Alors, effectivement, vous avez expliqué la mécanique des taux. Dans le secteur du luxe, est-ce que tout le monde est traité à la même enseigne ? Il y a des baisses de 20-30% quand même sur des blue chips européennes. C'est un secteur poids lourd. Qu'est-ce qu'on attend des résultats ? Et est-ce que c'est simplement parenthèse conjoncturelle de valorisation, ou est-ce qu'il y a des questions peut-être plus structurelles qui se posent aujourd'hui sur le luxe ? Je ferai d'abord juste un tout petit commentaire. Bien sûr. C'est qu'effectivement, vous l'avez dit, on revient aux problématiques de décote politique sur l'Europe avec tous les 6 mois une espèce d'élection à risque, etc. Alors je le banalise pas. Non, mais je le banalise pas. Pas du tout. Mais vous avez raison. On avait oublié parce que ça reste des épisodes de stress connus. C'est pas le Black Swan non plus pour les investisseurs aujourd'hui. Et à chaque fois, on a toujours ce genre de friction à l'approche d'événements politiques et d'élections. Donc ça c'est le point. Sur le secteur du luxe, il y a je dirais comme dans tout secteur, il y a du bon, du très bon, du moins bon. Le premier point, c'est évidemment le premier choc qui a expliqué une partie de la baisse du secteur du luxe. On l'a dit, c'est la consommation chinoise avec finalement cette réouverture qui n'a pas du tout été à la hauteur de ce que un certain nombre de personnes pouvaient anticiper. Donc, il est clair que c'est un poids important dans les ventes d'un certain nombre des grands du luxe. Et après, il y en a qui sont plus ou moins bien diversifiés, plus ou moins bien préparés, plus ou moins bien positionnés pour cela. Donc il y a le luxe, mais le luxe LVMH, Hermès, etc. Mais il y a aussi, ça impacte très clairement une société comme Porsche, par exemple. 30% du chiffre d'affaires de Porsche. Alors, Porsche se retrouve dans une situation où elle est à la fois liée à Volkswagen qui a des problématiques de concurrence sur le véhicule électrique, à la fois sur la problématique chinoise avec 30% du chiffre d'affaires, et corrélée, sa valorisation est toujours plus ou moins transportée par rapport à des multiples du luxe. Donc il y a les 3 effets négatifs pour Porsche. Mais pour venir sur le secteur du luxe, il faut être sélectif, et je pense que la diversification et l'exécution sont 2 points qui sont absolument essentiels aujourd'hui pour se positionner sur un acteur. Typiquement LVMH, qui est très bien diversifié en termes géographiques et très bien diversifié en termes de positionnement de marques, avec toutes les marques qu'ils ont, et des zones qui sont très fortes. Donc quand il y en a une qui ne va pas bien, c'est rattrapé par l'autre. Ça rejoint... Et ça c'est encore vrai, parce que la crise du pouvoir d'achat, ou la pression qu'il y a sur le pouvoir d'achat, alors bon, il y a le cas de la Chine, et puis en Europe, c'est pas évident, et aux États-Unis, les discours des boîtes du secteur sur les résultats T2, c'était de nous dire, ça commence à ralentir aussi aux États-Unis, du côté du consommateur américain, pour cette partie de la consommation. Est-ce que là, ils peuvent être sauvés justement par la diversification de leurs activités, ou est-ce qu'il y a un moment de convergence un peu compliqué Il y a un élément important à avoir en tête, c'est quand on parle de décroissance assez forte des ventes, c'est par rapport à des effets de base qui étaient très très élevés. Donc on revient sur des niveaux un peu plus normalisés, je dirais, de croissance. Et c'est là où mon point sur l'exécution est essentiel, c'est de voir comment est-ce que LVMH, par exemple, va gérer des baisses des ventes en Chine et aux États-Unis. Les équipes, elles ont toujours, ces dernières années, ces derniers semestres, toujours été habituées à gérer une croissance incroyable. C'est comme les gérants qui n'ont jamais connu la hausse des taux. Eux, ils n'ont jamais connu de baisse des ventes. Je pense que c'est un point essentiel, et le positionnement et l'exécution sera vraiment très important. Et c'est un équilibre pas facile. On peut pas trop sacrifier sur le prix quand on est LVMH ou une marque haut de gamme de luxe chez LVMH. Il faut accepter aussi que les volumes puissent baisser.
passer. Mais ce qui est intéressant. Xavier, vas-y, et puis Gilles. Alors, c'est la question qui est la plus importante. On a vu des hausses de prix de vente des sacs, etc., qui ont été assez incroyables, en se disant mais jusqu'où ça va s'arrêter? Ça doit s'arrêter. Maintenant, ils ont quand même des leviers sur un certain nombre de choses qui peuvent être sur les coûts, sur les dépenses marketing, sur finalement peut-être de ralentir un certain nombre d'expansions de magasins ou d'ouvertures. Mais c'est vraiment important. Ouais. Autant sur Hermès, qui a un sujet. Finalement, oui. C'est parfaitement géré. Oui. Ils pilotent en fonction Ils ont 20 ans de demande devant eux. Des capacités des ateliers. Donc c'est important pour LVMH de savoir comment ça va faire. Mais ce qu'ils nous ont montré en termes d'exécution, pour l'instant, ça a été une copie propre. Ouais. J'allais rebondir sur ce point justement des coûts, parce que la croissance des ventes a été phénoménale et elle a été soutenue par une croissance des budgets marketing qui ont atteint des sommes qui sont en pourcentage du chiffre d'affaires. Ça a suivi la croissance de plus de 50% sur ces dernières années. Donc en fait, aujourd'hui, on n'est pas encore dans une baisse des ventes. On est dans des ventes qui se stabilisent. Donc en réalité, déjà, si vous commencez à rationaliser un peu vos dépenses... bien sûr. Quand vous regardez les événements qu'ont pu faire LVMH sur le Pont Neuf, c'est en dizaines de millions d'euros. Donc ça va assez vite de se dire, voilà, on va être un peu discipliné. Et là-dessus, je rejoins complètement le sujet de l'exécution qui est fondamental. Et un groupe comme LVMH, jusque-là, offre cette diversification de marques par pays. Maintenant, vous avez raison, les messages qu'on a eus au cours du dernier trimestre, y compris dans les spiritueux, sur lesquels LVMH est présent, pointent vers un ralentissement. Donc la question, c'est aujourd'hui, quid du résultat de l'an prochain et la Valo, elle prend en compte cette idée-là après 20% de baisse, là, ça directe un peu quand même. Pour l'instant, on a eu une baisse des cours. Mais pas tant de la Valo. La Valo a baissé, mais en fait, on n'a pas encore touché la question, c'est on n'a pas encore touché les résultats par action. Donc la question, c'est est-ce qu'on va devoir toucher les résultats par action et de combien? Donc, pour l'instant, on a eu un de-rating puisque les résultats par action ont été très peu ajustés. Mais, et donc là, il va y avoir un sujet. Mais c'est vrai que la question, c'est le ralentissement qu'on voit s'opérer devant nous sur le consommateur américain et plus généralement sur les consommateurs en Chine, est-ce que ça va perdurer? Et c'est vrai que là, aujourd'hui, en plus d'un positionnement qui était très consensuel, puisque après, il y a moins de mauvaises nouvelles en Chine. Enfin, il y a toujours des mauvaises nouvelles, mais il n'y a pas de mauvaises nouvelles supplémentaires. Après, on en revient à la question du... On pouvait se poser la question avant l'été, c'est qui est l'acheteur marginal dans le luxe? Parce que tout le monde en avait et tout le monde disait c'est extraordinaire. Donc le fait est, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez quasiment que des potentiels vendeurs. Donc, on pourrait tout à fait justifier d'avoir une baisse des cours, parce qu'en plus, on a eu des paniers qui étaient faits sur le luxe. On pourrait tout à fait avoir des baisses de cours qui aillent au-delà des corrections attendues sur les résultats. C'est-à-dire simplement qui aillent un peu amplifier, simplement parce qu'il y a ces phénomènes de flux qui se sont quand même accrus au gré de la diffusion des ETF, des paniers et des gestions, on va dire, quantitatives. C'est ça d'ailleurs qui avait fait monter le secteur aussi. Il y a l'exécution, il y a la croissance qui était très bonne, mais on avait atteint des niveaux de valorisation. C'est là où l'acheteur marginal, il y a quand même pas mal de gens qui se sont dégagés sur des niveaux de valorisation qui étaient absolument inexplicables, même si c'est des boîtes de très bonne qualité. Donc c'est pour ça, ça rejoint ce que je disais au départ, de profiter sur des trous d'air comme ça, qui sont, quand on regarde la vie du titre, qui sont assez rares et qui durent jamais très longtemps, de pouvoir remettre le pied dans ces acteurs de très bonne qualité. Et vous avez mentionné tout à fait le secteur des spiritueux, qui est en chute libre. Un titre comme Rémy Cointreau, qui a quand même un positionnement assez exceptionnel dans le cognac, plus bien sûr des stocks d'eau de vie qui sont valorisés plus de 4 fois la valeur actuelle de Rémy Cointreau. Ça me semble pas très dangereux, ou en tout cas intéressant de constater que c'est un titre en plus qui est pas mal shorté, etc., et qui se retrouve sur des aspects techniques aujourd'hui de RSI, donc de survente de 12, qui sont... Pourquoi c'est plus compliqué pour un pur player des spiritueux comme Rémy Cointreau que pour des groupes globaux du luxe? Parce qu'ils sont moins diversifiés qu'à partir du moment où vous avez NC qui dit le marché américain est en train de glisser.
Parce Tout ça que juste, NC, sur les volumes, baisse sur les prix. Quand vous êtes mono-player Et puis il y avait eu un afflux de titres, et donc là pareil, c'est une small cap, c'est vendu, et indépendamment du prix. Ouais, on a vu aussi, nous, dans les actions européennes, un phénomène aussi qui a été lié au stockage et au surstockage. Et qui a lieu suite au Covid. Et ce retournement, là aussi, a amené un retournement de valorisation assez sévère sur toute une série d'entreprises. Mais au contraire, là, on a des valorisations qui sont tellement... On arrive peut-être au bout de ce phénomène de déstockage aussi. Exactement, exactement. Ah ouais. Donc ça pourrait aussi être un élément de soutien pour certaines valorisations. Je voyais, alors je fais le lien avec la macro, mais le PMI manufacturier en Allemagne, évidemment, il y a eu du déstockage. Donc la production industrielle a souffert parce qu'on avait des stocks à apurer, etc. Mais bon, le PMI allemand à moins de 40 depuis des mois. C'est la question que je pose en ce moment. Est-ce que c'est encore le couteau qui tombe? Est-ce qu'on va à 30? Ou est-ce que c'est un point d'entrée peut-être d'une stabilisation et des... non, mais j'en sais rien. Mais effectivement, moi je pense... moins de 40 sur le PMI manufacturier depuis 3 mois en Allemagne. Normalement, ça marque les esprits. Normalement, ça veut dire récession à moins 2 en Allemagne, quoi. Ouais. Je crois que aujourd'hui, le business model de l'économie allemande, ça a été largement commenté, qui consistait à fabriquer avec du gaz russe pour vendre à des Chinois, et un business model qui a été remis en cause, et je pense aujourd'hui qu'ils se cherchent un petit peu. Oui, l'avantage c'est qu'ils ont du cash pour se chercher, quoi. Ils ont du cash pour se chercher, mais je pense à un moment donné que oui, ce phénomène de déstockage-stockage va à un moment donné s'arrêter, et on devrait quand même avoir à un moment donné un rebond en 2024. Mais voilà. On peut passer par un moment peut-être. Après, effectivement, pour une baisse de l'euro peut soutenir une économie exportatrice comme l'Allemagne. Bon. Petit tour de table, gardez la parole Nicolas. Logique d'investissement, là, pas mal de messages de vigilance, notamment vis-à-vis de l'Europe, ça je crois qu'on l'a compris. Comment est-ce qu'on peut déployer du cash aujourd'hui entre l'obligataire, les actions? Moi je vois la hausse de taux comme une opportunité pour allonger et acheter de la duration. Un peu à la fois sur les actions longue duration, je rejoins ce que vous avez dit, et aussi sur les obligations, les bonnes évidemment. Oui. Non, mais il y a un peu de volatilité, etc. Mais fondamentalement, vous dites c'est quand même des points d'entrée intéressants. Exactement, je pense qu'il y aura des points intéressants. Aujourd'hui, si vous pouvez avoir du 5-6%, ou du 7% sur des obligations de duration moyenne de 4-5 ans, je trouve que c'est magnifique et c'est plutôt des opportunités. Sur les actions, en effet, nous on est plutôt prudents sur les actions européennes, mais si on voyait une forte baisse, ça serait l'occasion quand même d'en remettre, comme vous l'avez dit, plutôt sur des sociétés larges et internationales. Et on suit avec aussi grande vigilance, intérêt, les marchés émergents. Qui ont été quand même un peu l'homme malade de ce début d'année et qui, dans cette phase de correction, ne souffrent pas tellement et tient plutôt bien. Et donc, ça sera peut-être un élément d'intérêt parce que du côté des marchés émergents, c'est peut-être là où il y a quand même un petit peu de croissance à suivre certainement. Beaucoup de spécialistes de la sphère émergente me disent que beaucoup de ces pays, alors je mets de côté la Chine peut-être, mais beaucoup de ces pays, à travers leur banque centrale, la gestion de leurs taux, ont énormément gagné en crédibilité vis-à-vis des investisseurs par rapport à il y a 10 ans et les Fragile Five, etc. Moi, je ne me mets pas dans ce camp-là parce que pour suivre les banques centrales émergentes depuis très longtemps, il y a de tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques centrales d'Amérique latine ont plutôt fait un bon chemin. Ils sont plutôt maintenant dans une phase de baisse de taux. Et une économie, par exemple, comme le Brésil, tant sur l'obligataire que sur les actions, c'est une économie qui est certainement intéressante pour un investisseur. Xavier, logique d'investissement. Logique d'investissement, mais c'est que dans toute difficulté, ça crée des opportunités et c'est d'essayer de voir un petit peu plus loin que ce qui se passe là et de se dire, voilà, le revers de la médaille qui peut être positif, c'est qu'effectivement, on a parlé de la Chine, est-ce qu'on n'est pas sur un point bas et d'avoir une intervention un peu musclée du bureau politique pour une relance de la Chine qui pourrait aider l'Allemagne? C'est toujours jouer les inflexions en se disant, effectivement, le manufacturier allemand est très très bas, mais est-ce qu'on n'est pas sur un point bas? Et c'est toujours les tendances qu'il faut... Qu'est-ce qui peut être pire? Qu'est-ce qui peut être mieux aussi, quoi? Donc, c'est d'être un peu contrariant et de jouer les paris qui semblent un peu difficiles à court terme. Je suis tout à fait d'accord sur l'obligataire. Je vous disais que peut-être que la fin du resserrement monétaire est devant nous et que ça se stabilise. Ça donne un peu de visibilité et ça permet de trouver des rendements historiquement très attractifs. Aller, comme je le disais, se repondérer sur des entreprises à duration longue de très bonne qualité qui ont souffert et qui vont très bien exécuter.
mettre un doigt sur des small caps, ça nous semble intéressant aussi. Donc voilà, c'est une approche un peu contrariante, mais de se dire, voilà, sur un horizon long terme, on rentre en plusieurs fois dans ces différents marchés, mais là, il y a des opportunités à saisir. C'est le moment d'avoir des horizons d'investissement un peu longs, là, si on veut éviter de se faire piéger dans le momentum, le côté un peu trading du marché. Je crois qu'il faut toujours essayer de regarder au-delà de la vague qui nous arrive dessus. Donc effectivement, je partage assez largement ce qui vient d'être dit. Compte tenu du niveau d'incertitude, moi j'essaye quand même de garder une ligne directrice autour de là où on a un peu plus de visibilité ou de certitude, si tant est qu'on puisse en avoir. C'est le trend de fond quand même de la transition énergétique qui est un truc assez puissant, dont parlent beaucoup d'entreprises, et qui crée quand même des besoins très importants autour de tout ce qui est électrification. Alors, il y a les Schneider, mais il y a des choses qui sont encore pas trop chères, type des SPI qui restent intéressantes avec une croissance, des Vinci. Donc, je pense que ça reste. Alors, on va pas doubler, hein, mais je pense que c'est. On a un couple rendement-risque qui est relativement intéressant. Et le dernier point, surtout si on arrive effectivement proche de la fin de la hausse des taux, c'est la partie renouvelable qui s'est fait massacrer. Ah bah oui. Dans certains cas, pour de bonnes raisons, dans le cas d'Ørsted. Mais Siemens Energy, Ørsted, boum. Mais à côté de ça, les players du renouvelable, je pense au Neoen, au Ocean Energy, où globalement, on a quand même des belles perspectives de croissance et on retrouve des niveaux de valorisation qui sont proches des valeurs de remplacement ou des valeurs d'actifs. Donc je pense que là, on a des choses qui se... C'est un cas qu'il faudra expliquer à la fin de cette année 2023. On va attendre qu'elle se termine. Mais pourquoi on a d'aussi mauvaises performances boursières en 2023 sur la partie énergie renouvelable, etc. Ah, bien sûr. C'est là où la stabilisation peut venir aider. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nicolas Forest, Candriam, Gilles Guibou, AXA IM, Xavier Deburen, OTA Capital.